Salut pour cette nouvelle journée. Écoutez, là on est l'avant-dernier jour et demain je risque de pas faire grand chose parce que du coup c'est le grand départ. En tout cas c'est le moment où je vais changer d'aéroport et donc d'hôtel. Enfin pas d'aéroport mais d'hôtel tout simplement. Je vais aller à l'aéroport. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est une journée un peu plus calme puisque c'est la dernière journée. Donc ça va être l'occasion de refaire tous les petits trucs que j'avais peut-être fait un peu rapidement et c'est de profiter un peu. Donc là je suis au musée de l'urbanisme. J'ai pris de l'audio guide avec moi. Alors il est que en anglais. Donc j'espère réussir à tout comprendre. C'est là où on va voir si j'ai bien bossé mes cours d'anglais qui doivent dater de la licence. Parce que je crois pas avoir fait de l'anglais en master. Ou peut-être. Bon, je m'en souviens plus. Donc ça pour dire que ça fait un petit moment. J'espère réussir à tout comprendre. Là on va revisiter le musée de l'urbanisme. Refaire un tour. J'ai vraiment hâte. Parce qu'au moins là je vais pouvoir tout comprendre. Je pense que du coup aujourd'hui je vais vous faire surtout un petit récap du musée et de ce qui est dit et vous montrer en fait à quel point la dernière fois j'avais pas eu toutes les infos mais c'est hyper intéressant. En fait là je suis au premier étage où on parle de la ville et comment elle a été aménagée de manière humaine. Le premier étage c'est vraiment ça hein, le fond du sujet. Et là donc il y a une carte donc, que je vais vous montrer juste là où en fait sur la carte on a des points et des zones qui correspondent, alors je me mets face à la carte pour pouvoir la lire, correspondent en fait à des villes, villages et un mélange un peu entre les deux, les towns, qui sont en fait des éléments à préserver. En gros la ville de Shanghai dans son expansion, dans sa planification, a identifié des lieux culturels qui sont à préserver. Ça peut être des bâtiments, ça peut être des villages, ça peut être des quartiers, ça peut être des lots dans le sens où ils disent neighborhood, donc des sortes de vie de quartier. Enfin, l'idée c'est vraiment d'avoir des ensembles de voisinage qui doivent être conservés. Ils sont même allés plus loin puisqu'ils ont même identifié des routes en disant des routes qui ne devraient pas être agrandies ou élargies. Et ça je trouve ça particulièrement fort parce que nous c'est quelque chose qu'on n'a pas trop chez nous. En tout cas moi en termes de préservation urbaine à l'échelle de la commune. Alors bon ça reste une petite commune mais on n'a pas du tout cette logique là. On n'a pas du tout se dire est-ce qu'on élargit ou est-ce qu'on n'élargit pas. Alors oui ça peut nous arriver pour des projets urbains mais on n'a jamais la réflexion de se dire on n'élargit pas parce que elle a une structure historique. Et je trouve ça assez fort parce que c'est quelque chose que j'ai jamais trouvé dans des documents d'urbanisme. Et donc voilà. Et on continue la visite, mais c'est très très intéressant. La ville que vous voyez là, du coup, c'est la ville de Zhujijiao, qui est la ville du coup qu'on a visité cette semaine. C'est la ville de l'eau, la première qu'on a fait, la plus grande. Et du coup, je savais pas la première fois que j'étais venu qu'elle était là en modélisme. En tout cas, j'ai pas fait attention. Du coup, c'est l'occasion de la voir de haut. Et elle se rend compte aussi que j'ai peut-être pas tout fait, parce que ça a l'air vraiment d'être très très grand. Mais de ce qu'ils avaient l'air d'expliquer, c'est quand même toute une partie qui est préservée aussi pour les habitants, et donc qui n'est pas compris dans l'emprise touristique, et surtout qu'elle est bien préservée. Et en fait, ils ont utilisé le mot discret dans le sens où il y a une discrétion qui est apportée aux éléments architecturaux pour essayer de les préserver. Par exemple, certains ponts qui sont pas accessibles comme ça. Enfin voilà, ils expliquaient un peu toute la difficulté de la préserver, mais en même temps de la rendre attractive. Et donc c'est très intéressant. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils identifient le patrimoine, ça on l'a bien vu, hein. Ils l'identifient de manière matérielle à la fois avec des inventaires exhaustifs, mais aussi là du coup avec même des maquettes et des reconstitutions. Mais ils vont même plus loin, ça veut dire qu'au-delà d'identifier le patrimoine, ils se disent maintenant il faut aller plus loin que juste dire on a un joli bâtiment, on a un joli quartier, on a un joli ensemble, il faut qu'on puisse le préserver. Et pour ça en fait ils ont mis en place plusieurs types d'actions. En fait là ici ils le disent en quatre sous-actions qui vont en fait dans un objectif global. Donc les quatre sous-actions, c'est étendre l'inventaire de préservation. En gros, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'exhaustif. Ensuite, étendre les responsabilités du gouvernement. Ça veut dire qu'au-delà d'avoir juste des propriétaires privés, il faut que l'entité publique se saisisse de ce problème-là. Ensuite, mettre en place et développer des mesures de préservation, aller plus loin que juste dire on l'a identifié. Et à la fin, et c'est ça l'objectif global, et c'est ça que je trouve le plus intéressant, promouvoir la revitalisation et l'utilisation. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un stade où ils se disent, ces bâtiments-là, nous, par exemple, à l'échelle communale, on n'a pas ces outils-là. Ça veut dire que nous, on identifie les bâtiments qu'on veut préserver. Basta. Si un promoteur privé veut se positionner, tant mieux. Mais si personne ne se positionne, on peut rien faire. Là, au moins, ils vont plus loin de se dire, OK, on va revitaliser. Revitaliser, eux, ils disent qu'en fait, c'est le fait de récupérer l'utilisation de base, l'usage de base, la destination, et venir tout simplement la remettre au goût du jour. Par exemple, si c'est un lieu d'habitat, on va remettre de l'habitat dedans. Si aujourd'hui le patrimoine en a perdu cette utilité. Par contre, l'utilisation, qui est la deuxième fonction et outil, c'est de se dire, on va changer l'outil, on va changer la destination initiale du bâtiment. Si on était sur une usine, on va en faire un lieu culturel. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est plein de choses qu'on a déjà vues, enfin en tout cas moi en master, mais du coup on met des mots dessus. Et surtout il y a plein d'études de cas, là ici, 3 études de cas qui viennent démontrer un peu comment ils l'ont mis en place de manière concrète. Et du coup j'avouerais que c'est ce qui me manquait dans mon master, c'est
juste voir ça sur un mur, juste voir ça de manière concrète et le vivre dans le cadre d'une visite d'études de cas de Shanghai, c'est genre hyper intéressant. Là, dans cette partie, en fait, ça montrait plutôt la partie en lien avec l'eau. Parce qu'en fait, sur Shanghai, donc, il y a deux cours d'eau. Il y a le cours d'eau de Suzhou, qui est le petit cours d'eau, qui est celui qui vient de la ville au nord. Et ensuite, il y a le principal, le fleuve, dont je viens de manger le nom, mais ça me reviendra. C'est Hangpu, voilà, c'est ça. Et donc, il montrait un peu comment la zone était découpée en trois, finalement, sous-zones. La zone nord, la zone centrale et la zone sud. Et comment ils ont réaménagé les espaces avec les différentes maquettes, les différents systèmes de planification qui ont été faits tout autour de ça. C'était très intéressant. Le plus intéressant, ça reste quand même les maquettes, parce qu'on peut vraiment voir la perspective de monter en hauteur. Et là, sur la deuxième maquette, c'est quelque chose que j'avais pas trop identifié, donc sur celle qui est ici. Donc ça doit être la dernière que j'ai dû prendre en vidéo. En fait, on voit notamment le centre commercial que j'ai visité, le centre commercial que j'ai visité la dernière fois. Vous savez, là où j'ai acheté mes chaussures. Donc c'est assez drôle. Il est juste là. C'est le River Mall. On a le centre d'exposition juste à côté. En fait, ils expliquent un peu toutes les fonctionnalités qui ont été pensées dans ces quartiers-là. C'est pas juste des quartiers d'habitation, c'est des quartiers de lieux d'exposition, des quartiers de lieux de parcs urbains. On est un peu dans une stratégie un peu à la Confluence à Lyon. Et c'est assez intéressant de voir un peu comment, justement, ils ont mis en place ça dans des opérations de revitalisation. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'énerve, c'est que j'ai fait un master d'urbanisme spécialisé avec notamment des UE sur les aménagements des espaces publics. Et ben là ils expliquent qu'en fait ils ont 3 types de documents à échelle locale qui viennent donner des guides, des grandes lignes de propriété d'aménagement. Donc ici sur la partie plutôt eau et espace public liés à la proximité avec les espaces d'eau. Ici avec celle limitée avec les rues, les espaces de passage. Et là ici les espaces publics au pied des bâtiments, enfin l'espace public partagé lié au trottoir, choses comme ça. Il y a 3 guides hyper complets. Alors je sais pas si c'est la bonne méthode, je sais pas si c'est réellement ça qu'il faut faire, je sais pas si c'est une méthode applicable de partout, mais juste le fait d'être au courant, de savoir qu'il existe des méthodes comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Bon, je vous ai passé certaines parties, là on est à la partie plutôt écologique. En fait, il y avait tout un étage sur la partie plutôt innovation qui expliquait un peu les dispositifs d'innovation urbaine. Alors c'est un peu moins ma tasse de thé, j'ai quand même tout lu et tout écouté, hein. C'est un peu moins ma tasse de thé, là je suis plutôt dans la partie écologique, ce qui est un peu plus intéressant à mon goût. Et donc là on a les différentes cartes qui montrent les 3 phénomènes, hein, les corridors, les réservoirs et je me souviens plus du dernier, mais ça me reviendra. En gros, la structure écologique qui permet de préserver une ville avec un système qui permet à la fois de faire vivre la faune, mais aussi de faire développer la flore. Et ils expliquent un peu les différents réservoirs aujourd'hui mis en place, les différents corridors, ce qu'ils appellent ici les ceintures vertes. Donc c'est assez intéressant. J'avoue que là, il y a un gros groupe de touristes qui est juste derrière moi dans la visite, du coup je me dépêche. C'est pour ça que je prends très peu de vidéos et je fais pas beaucoup de récap, parce que j'essaie de garder de l'aventure pour pas me retrouver dans la foule au moment où j'écoute l'audio guide et que du coup je perde un peu l'info, quoi. Voilà. Ce qui est sympa aussi dans cette partie-là, c'est que dans la partie écologie, ils ont aussi un peu parlé de l'espace rural. Alors bon, mélanger espace rural, environnement, écologie, c'est des raccourcis qui sont pas les bons, mais ça reste quand même intéressant. Et donc là, dans la partie rurale revitalisation, donc revitalisation rurale, en fait, ils expliquent que au même travail qu'ils ont fait sur la partie urbaine, avec identification du patrimoine, préservation, revitalisation, utilisation, mais ils ont fait le même travail, mais avec aussi les typologies un peu plus rurales, donc les villages tout autour de Shanghai. Alors des villages qui sont de taille relative par rapport à nous, nos villages à nous, et sur toutes les politiques qu'ils ont mis en place pour essayer justement de leur redonner une utilité, de préserver les schémas, les layouts, en fait c'était ça que je voulais dire le mot, tout ce qui était un peu
typiques de ces espaces-là pour essayer justement de pousser à une préservation et un développement, mais qui se fera toujours en conformité avec ce qui a été fait historiquement dans ces villages-là. Et donc il y a pas mal de cartes, pas mal de visualisations avec aussi des petites maquettes là ici qui représentent un peu les différents systèmes de construction architecturale des villages, parce qu'en fait ce qu'ils expliquent, c'est que un peu d'architecture typique de la région, c'est qu'en fait les villages en fait sont, nous quand on voit un village on voit une somme d'entités individuelles de maisons, souvent, enfin, ou quand on voit une structure urbaine, c'est une forme d'entité de maisons qui se succèdent et qui forment ensemble une communauté, un village, un bourg ou quelque chose comme ça. Ici c'est pas la même chose, c'est que ici les villages sont composés en fait de maisons qui forment des blocs un peu comme des lots unis qui sont une seule et unique construction. Donc la plupart des maisons sont comme ça. Donc si je peux vous montrer un peu, c'est que c'est des maisons qui sont constituées d'un seul bloc. En fait c'est plusieurs maisons qui forment une entité urbaine qu'on pourrait considérer comme un lot, et donc en fait le village est constitué de plusieurs lots et pas comme nous qui est constitué plutôt de maisons qui eux ensuite forment un lot et qui le lot forme un bourg. Je sais pas si c'est clair mais dans ma tête ça l'est. Bon, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les maisons ici, mais vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Salut, bah écoutez, la visite du musée est terminée, donc je me suis posé au café au dernier étage comme la dernière fois. Il faisait à manger, donc j'ai pris ce qu'ils me proposaient, donc c'est des pâtes, hein, globalement rien de bien compliqué, mais j'avais envie de pâtes carbo. Ils en proposaient juste en mode waouh, trop bien. Bon, à mon avis c'est des trucs réchauffés, mais ça a l'air d'être quand même trop bon, donc ça va le faire. Donc je vais manger ça, je vais me poser un peu, j'ai pris un cappuccino aussi, un petit café, avec une super belle vue, et puis bah après cet après-midi on va voir ce qu'on va faire. Pour l'instant j'ai rien de trop prévu au niveau du programme. C'était plutôt light aujourd'hui, comme on est vers la fin du séjour. Là, ce midi, je vais essayer de vous monter la vidéo d'hier que du coup j'ai pas pu faire à cause de mes problèmes de connexion. Donc voilà, j'avance un peu, mais en tout cas la visite ça m'a fait plaisir de le refaire. Je suis content de l'avoir refait une deuxième fois parce que j'ai vraiment eu beaucoup plus d'infos et c'était clairement mieux quoi. Donc voilà, bon, et bah écoutez, on continue la journée pour aujourd'hui. Et bah écoutez, comme j'avais du temps, que j'avais terminé la visite du musée, puis j'avais bien mangé et que je savais pas quoi faire, je me suis dit que j'allais retourner sur East Notting Road. Donc c'est la grande route où vous savez, il y a tous les commerces, la grande rue principale où vraiment c'est la ville la plus active de la ville, hein. Enfin c'est la rue la plus active de la ville où vraiment il y a beaucoup de choses. Donc voilà, je me rebalade un peu, je vais peut-être vous faire quelques images. Là le but c'est de retourner vers le Bund, vers le bord et vers la promenade, et puis on va voir ce qu'on va faire. J'avouerai que comme aujourd'hui c'est la dernière journée réellement de visite, je sais pas trop quoi faire. Le musée de l'urbanisme, je savais que je voulais le refaire, mais après le reste, bon bah voilà, on redécouvre, on balade. L'idée c'est juste de profiter un peu, pas de rester enfermé à l'hôtel. Et voilà, j'essaie de profiter un peu, surtout qu'il fait très beau. Sur la grande rue, j'avais vu qu'il y avait un magasin Sega. Et sur le coup, j'étais pas trop rentré dans le bâtiment, mais là je me suis dit vas-y, c'est le dernier jour, il y a le time, tu vois. Et bah là je suis rentré, c'est un centre commercial entier, donc il y a plusieurs étages, il y en a 5 je crois, entièrement dédié à la vente de produits un peu japonais, en gros issus de la pop culture, des figurines, des trucs de manga et tout, mais genre vraiment c'est rempli. Je savais pas, enfin je vous avais déjà dit qu'ils étaient assez fans de ces produits-là, un peu plus que ce que je pensais, parce que Chine-Japon pour moi il y a un peu comme une opposition culturelle, et pas tant que ça, pas du tout. Et là clairement il y a beaucoup de trucs. J'ai un peu l'impression de vivre mon pré-voyage au Japon en avance, donc j'essaie de me retenir, mais il y a vraiment plein de trucs trop mignons. Il y a un monde où je craquais, je prends un petit truc quand même. C'est dans ces moments-là où je me dis que si je veux survivre dans mon voyage au Japon, faut vraiment que je me mette à lire plus de trucs et à regarder beaucoup plus de trucs d'animés, parce que je pensais en consommer beaucoup, dans le sens où au lycée j'ai vraiment eu ma période où j'ai été beaucoup là-dedans, mais en fait je me rends compte que par rapport à toute la quantité d'images qu'ils ont, enfin de séries que je connais pas, d'animés, de mangas, genre je me rends compte qu'en fait je suis un noob et genre vraiment je vais au Japon, mais en fait en réalité je suis pas autant fan de ça. Enfin faut vraiment que je m'y mette plus, parce que là je vois plein de trucs, je me dis mais c'est des séries, genre je les connais de loin mais je les ai jamais regardées, je les ai jamais lues, faut vraiment que je m'y mette à fond quoi. Donc bon, tout ça pour dire que ça m'a grave donné envie. Là j'ai fait un peu le tour des boutiques, j'avouerai que au niveau des séries en fait c'est soit des grands classiques genre Naruto, One Piece, tout ça, soit c'est des séries que j'ai déjà vues de loin mais auquel je me suis jamais mis, tu vois, genre Bleach, genre tout ça. Pour moi, c'est pas des grands classiques, c'est genre juste, c'est des séries que beaucoup de gens suivent, mais il faut quand même être un peu dans la hype. Et il y a beaucoup de séries que je ne connais pas du tout, mais juste au niveau du chara design, ça me donne grave envie. Donc, il faut vraiment que j'essaye de choper les titres et de m'y mettre beaucoup plus sérieusement pour qu'en avril, je puisse m'acheter plein de souvenirs.
Et bah écoutez, de retour sur la promenade du Bund. Du coup, on a toute la vue magnifique avec la tour de Shanghai, le Décap et la tour de Perles. Donc j'ai déjà fait tout ça, mais l'idée ça va être de continuer un peu la promenade et voir s'il n'y a pas de nouveaux trucs que j'ai pas encore vu, profiter juste un peu du soleil pour se balader. Et puis voilà, je vous remontre encore de belles images, j'adore, c'est trop beau. Et bah écoutez, la petite surprise que je vais vous faire, c'est que j'ai réservé une croisière sur le fleuve. Donc comme ça, je vais pouvoir voir les bâtiments les plus proches. Alors, j'y suis allé il y a un petit moment déjà, mais en fait, quand je leur ai dit now pour la croisière, ils m'ont dit 17h15. Donc, un peu tard parce que j'ai peur que le soleil soit couché. Et quand le soleil est couché, bah, je vais pas vous mentir, je fais pas de très belles images. Donc j'espère quand même que ça va être sympa. Après, en tout cas, moi, ça reste que c'est sympa. Donc en attendant, je me suis pris un petit café. Je suis allé à Lunking Café, Lunking en chanceux, le café chanceux. Le problème, c'est que en fait, c'est une sorte de leur Starbucks, mais c'est très compliqué. En gros, j'ai voulu payer par espèce pour me débarrasser de ma monnaie. Je crois que la meuf a eu pitié de moi parce qu'à la base de café était à 32. Yuan, elle me l'a fait payer 20. Je crois que parce qu'elle avait la flemme de faire de la monnaie. Enfin bon, ça a été compliqué, mais j'ai eu mon café. Ça a été un peu long, mais enfin, ils étaient vraiment gros rush. Ils ont eu une commande gigantesque avant moi, genre 40 cafés, genre un truc un peu comme ça à Starbucks, tu connais 40 cafés, genre à mon avis c'était un groupe ou un machin. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que là il est environ 16h, j'ai encore 1 heure de temps. Donc je vais prendre mon café tranquillou, j'ai le goûter dans le sac, j'ai des Oreos, trucs comme ça, donc je vais en profiter un peu. Profiter encore un peu du coucher de soleil, regarder un peu la vue, puis surtout essayer de trouver la porte d'embarquement parce qu'en fait elle m'a montré sur la photo où c'était. Ça doit être par là où je suis, mais je sais pas précisément où c'est. Parce qu'en fait là tout le long, je sais pas si vous voyez de l'autre côté de la barrière, en fait c'est tout des bateaux. Donc ça veut dire que les gens embarquent là, mais où est-ce que moi j'embarque précisément, ça, mystère boule de gomme. Donc écoutez, on continue, on avance, et de toute façon je vous tiens au courant. Et bah écoutez, bien arrivé dans le bateau de croisière, que tu as vu sur le Pudong. Alors j'avouerai que le bateau il a 2 étages ou 3, il y en a peut-être un dernier. En fait il faut payer plus cher pour monter tout en haut. Et en fait je comprends pas trop parce que le bateau est pas très grand, donc en fait qu'on soit au 2e ou au rez-de-chaussée on a la même vue. Mais du coup là je suis tout seul en fait. Il y a personne qui se met au premier étage, tout le monde veut monter tout en haut, quitte à se pousser, quitte à... Ici il y a personne, donc bon, je reste là et puis je profite de la vue. Et bah écoutez, je viens de sortir de la croisière. C'était plutôt sympa, ça a duré une petite heure, c'était plutôt cool. J'avouerais que si je devais le refaire, je pense que je le ferais plutôt dans la journée. Pourquoi? Parce que déjà de 1, il faisait un peu froid, parce que je suis le seul à être à manches courtes. En fait le problème c'est qu'ici il fait quand même 20 degrés. Tout le monde a des gros manteaux, mais moi le manteau j'en ai marre de le prendre, de le garder sur moi et de pas le mettre parce qu'il fait pas suffisamment froid et il pleut pas. Parce que il fait 20 degrés quand même, donc en fait ça va, c'est juste que sur le bateau forcément il y a un peu de vent parce qu'on est sur le fleuve. Donc c'était peut-être ça qui était un poil dérangeant. Et ensuite, alors le Pudong vu de nuit, c'est magique, c'est hyper beau, c'est hyper cool. Le problème c'est que sur le bateau, en fait en réalité il y a une heure à laquelle il y a beaucoup d'illumination, à laquelle tout s'allume. Et en fait je crois que c'était à 18h à peu près. Seulement nous la croisière est partie à 17h15, donc entre 17h15 et 18h en fait finalement t'as pas trop de lumière. Et c'est que sur les 10 dernières minutes, entre 18h et 18h15, où en fait t'as les belles images, enfin c'est joli quoi. Alors ça restait impressionnant avant, mais moi je trouve que tu peux faire de plus belles images, et c'est tout aussi joli de jour. Parce que tu vois bien le contraste des bâtiments, tu vois bien à quel point ils sont hauts. Et du coup pendant ce laps de temps, en fait finalement c'était sympa, mais je pense que ça aurait été mieux de le faire un peu plus tôt dans la journée. Donc voilà, c'était hyper cool, mais si je devais le refaire, je l'aurais fait plus tôt, genre 15h, 16h, tu vois. Donc voilà. Bon, là du coup je viens de quitter la croisière, j'étais sur la promenade du Bund, donc je suis pas très loin finalement de l'hôtel, donc je vais rentrer à pied. Là ce soir, écoutez, c'est le dernier soir en centre-ville, donc c'est le dernier soir sur Shanghai finalement. Je vais me chercher à manger. Je vais rester sur un classique, comme ce que je mange d'habitude, mes Bund et mes mooncakes, parce que c'est déjà très très bon, puis ça me va très bien. Je vais prendre ça,
je vais aller manger à l'appartement, je vais faire ma valise parce que du coup bah demain au niveau du programme il faut que je libère la chambre d'hôtel à midi, donc je vais essayer de partir sur les coups de 11h. Donc je me lève à 10h, je termine un peu mes affaires, je remballe tout. Ensuite du coup je prends le métro, direction l'aéroport. Mon hôtel, mon deuxième hôtel où je reste une nuit, en fait il est collé à l'aéroport, donc j'espère juste bien trouver facilement, normalement oui, mais j'espère. Au pire, je pense que je peux y aller à pied entre l'aéroport et l'hôtel, mais c'est souvent dans des zones où globalement c'est compliqué. Tu vois, par exemple l'aéroport de Genève, imaginons t'as ton hôtel à Ferney, démerde-toi pour y aller à pied, tu vois, c'est un peu dangereux, enfin, c'est un peu le truc, donc je vais quand même essayer, mais je vais voir. Au pire je crois qu'il y a des navettes, mais j'ai peur que l'aéroport soit tellement grand que ça soit un peu compliqué à trouver, mais on va essayer de trouver. Voilà, donc demain direction l'autre hôtel et du coup l'aéroport avec la deuxième chambre. Je vais pas y rester longtemps parce que je crois que le temps que j'y arrive, on va dire qu'il va être 14h. Et j'ai mon avion à 6h le dimanche. Ce qui fait qu'en réalité, en fait, je vais passer une toute petite nuit parce que je vais essayer d'être à l'aéroport dès 4h du matin. J'aurais même pu ne pas pu prendre d'hôtel et juste rester dans l'aéroport et divaguer toute la nuit. Comme ce que j'ai pu vivre à Madrid, pour ceux qui ont peut-être suivi cette histoire. Je pense aux étudiants de master avec moi. On n'oubliera pas. Donc l'objectif c'est plutôt quand même d'essayer de dormir. Donc je vais essayer de dormir entre 15h dès que j'arrive à l'hôtel jusqu'au soir. On va essayer, j'ai bien dit. Et puis voilà, après sinon ça va être le retour, hein, sachant que je rentre en une journée. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup parlé, mais pour vous dire que là du coup je vais me chercher à manger, donc c'est une fin de journée pour moi. Et du coup la prochaine vidéo, ce sera la vidéo du retour, parce que je vais faire une vidéo en une pour la journée de demain et la journée de dimanche avec l'avion. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse très fort et finalement ce sera presque ma dernière vidéo sur Shanghai. Merci d'avoir suivi.